Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti ou de Vérité à venir, hein. Tout dépend de comment vous m'avez découvert. Quoi qu'il en soit, bienvenue à bord, sur YouTube ou sur Odyssée. Vous allez découvrir tout un tas de contenus qualitatifs, puisqu'en général, je fais des émissions qui sont avec des sources. Ça peut être des magazines, des journaux ou encore des livres. Et il y a 3, 4 formats qui existent sur la chaîne. Donc les revues d'actualité, ça c'est une fois par mois. Je vous mets des extraits de magazines, j'y mêle des articles de journaux, et puis comme ça on essaye de voir ce qui s'est déroulé mois par mois. Vous avez après d'autres émissions qui peuvent être des fois sur le traitement d'événements. Ça peut être les élections, la mort du pape, ou encore comme ça des catastrophes qui arrivent au dernier moment. La majorité des contenus, c'est des conseils de lecture. Vous me voyez lire certains passages qui m'ont marqué et entrecouper ça de commentaires intelligents pour également des fois reformuler ce qui a pu être dit, contrairement à ce que certains font comme critique. Et enfin, des fois des formats qui apparaissent sur la philosophie par exemple, où je vous partage un peu de mon écriture, et je vous invite d'ailleurs à en faire de même. Si vous souhaitez soutenir ça, c'est quand même une certaine œuvre quelque part que je propose, vous avez YouTube avec des likes et Odyssée avec des tokens. S'il n'y a plus de tokens, je vous mets un lien, pas de problème, où vous pouvez, par l'invitation, créer un compte. Ça prend même pas 2 minutes. C'est que dalle. C'est pas mort d'homme, hein. Voilà, vous créez même une adresse mail jetable. Vous allez donc sur Odyssée par le lien que je vous donne, et ça me donne un token, ce qui permet de référencer mes contenus et de toucher un plus large public. Et enfin, pour conclure cette petite parenthèse, vous pouvez être actif. Et c'est ça le plus intéressant, pas seulement écouter ce que je dis, regarder des fois ce qu'il y a à la caméra ou en visuel lorsque vous avez les articles de journaux, entre autres, et vous pouvez vous-même être actif par des commentaires, même des fois en mettant un avis comme ça qui est construit sur le moment, ou bien, pour les plus intéressés et qui maîtrisent leur sujet, mettez des paragraphes et livrez, je sais pas, des références que l'on peut avoir en bibliothèque ou encore soyez complémentaires dans la démarche. Il y a même la possibilité, et je vous le dis, hein, en toute honnêteté, de critiquer, puisque je peux faire mes erreurs, des fois être trop long dans des développements, manquer de ponctuation, on va dire, quand je parle, des fois toujours le même ton. N'hésitez pas à me faire un retour sur ça, j'essaie d'améliorer les choses. Maintenant, il y en a qui débarquent. Ils sont même pas sur le thème de la vidéo. L'émission, ils vont l'écouter, mais lorsqu'ils vont commenter, ça a strictement rien à voir. Ça n'a pas d'intérêt. Ils vont être là, à faire du hors-piste total, à parler de mon physique, comme si on était sur une application de rencontre et que je devais plaire au public, me modeler selon certaines attentes. En plus, des fois, c'est des hommes. Ils ont quand même des problèmes là-dedans. Et je sais pas, si t'es attiré par les hommes, c'est pas ici que tu vas trouver. D'accord? Si pour toi, critiquer le physique, c'est intéressant, franchement, je te dis direct, je te dégage. Ça n'a pas sa place ici. Après, il y en a certains, ils sont là, ils t'inventent une vie, ils parlent comme ça d'un passé judiciaire, sans document, sans aucune preuve, dans la totale diffamation. Donc, ça n'a pas sa place. Il y en a même, mais souvent, je remarque hein, qu'au vu de l'écriture, il y en a vraiment un ou deux profils qui sont dans ça, mais je tiens à le rappeler en vidéo quand même. Moi, j'assume mes propos, et c'est pour ça qu'en fait, je me mets face caméra. C'est pas pour faire joli, c'est pour rendre la chose plus vivante dans le partage. Par le mouvement, on est un peu plus animé, par certains extraits aussi, où c'est peut-être, voyez-vous, plus intéressant d'avoir en tout cas du mouvement à la caméra, de la lecture, ce genre de choses. C'est certainement pas pour, voyez-vous, être dans la drague. Et il y en a même un, donc après, il est là à me parler d'un livre que j'ai publié, qui est encore disponible gratuitement en PDF sur Odyssée. Donc c'est quand même des heures et des heures de lecture, de recoupage, de mise en correspondance pour que c'est un certain ordre chronologique. Mais non, faut qu'il débarque et qu'il trouve 2, 3 références Wikipédia pour appuyer dessus en disant mais c'est que du Wikipédia, alors qu'en fait il y a plus de 50 ouvrages qui sont à l'intérieur de celui-ci. Je l'ai toujours dit, c'est un assemblage, c'est du travail très sérieux, ce que vous ne trouvez pas sur la plupart des chaînes d'ailleurs qui critiquent, hein. Ils vous traitent d'éponge pour certains, mais en fait eux ils sont bons qu'à absorber les discours qu'ils récupèrent sur YouTube. Vous voyez, moi c'est quand même plus qualitatif. Je vais creuser dans les livres, j'essaye de prendre vraiment juste les références pointilleuses, et après d'y ajouter de ma propre perspective, de mes propres sens et analyses.
Certains vont dire que c'est pitoyable. Libre à vous, mais au moins argumentez. Hein. Là, c'est pas juste comme ça, et cracher le venin, et après, qu'est-ce qu'il en résulte? Rien. Donc ça dégage. Par contre, vous, il y a la possibilité de mettre des commentaires pour conseiller, pour à nouveau corriger les erreurs comme je l'ai dit tout à l'heure, et participer à ce que les émissions soient toujours meilleures. Voilà. Aujourd'hui, je propose de partir sur l'intelligence artificielle avec un livre Homme versus machine, l'intelligence artificielle démystifiée. C'est une femme qui nous écrit ça, et ça va. Sa plume intéressante, c'est clair. Ça permet d'appréhender ce qu'est l'intelligence artificielle, comment fonctionnent les algorithmes, combien il y a à peu près, on va dire, d'intelligence qui existe. Et même, il y a après l'idée de définir artificiel, c'est des choses non naturelles, ça c'est pas un problème, mais qu'est-ce que l'intelligence? Et pour appuyer cette démarche, il y aura une autre série qui arrivera. C'est Pourquoi la pensée humaine est inégalable de Marcus Gabriel. Et dedans, il nous montre que seul le vivant est doté de la volonté, seul le vivant peut mêler à la fois du rationnel et de l'émotionnel, ce qui produit une pensée. Il n'y en est pas seulement dans la technique, dans la multiréalisation où on peut remplacer du coup un être humain parce qu'on a défini que l'intelligence serait uniquement dans l'analyse. L'intelligence serait uniquement cantonnée encore à du traitement de données, non. Ce n'est pas que ça. Le vivant est plus complexe et ça remet après les bases pour retrouver une humilité, parce que souvent on a des découvertes partagées, des médias qui mettent la lumière sur des chercheurs ou encore des scientifiques, et ça crée à l'alerte partout, en disant l'intelligence artificielle va nous dépasser, l'intelligence artificielle va nous rendre inutiles, parce qu'on a quand même le remplacement de certains métiers par l'automatisation et la robotisation, mais l'homme est plus que le tripalium, est plus que la torture d'un certain travail. L'homme n'est pas seulement dans cette idée de robota, vous voyez, du robot, du travail forcé. Il est créatif. Ce que la machine n'a pas. La machine récupère, transforme. L'humain, dans sa création, des fois, peut émerveiller. Peut même se faire peur à lui-même sur des choses irrationnelles. Or, la machine restera toujours, normalement, sur un programme qui l'amène à une certaine base de données. Et c'est tout là, après, l'importance de la nourriture de la machine. Si vous lui remplissez une base de données que de fausseté, eh bien, il n'en résultera que des erreurs et les humains pourront mépriser ces appareils. Si en revanche, le logiciel a bien été programmé, alors il en résultera des choses, des supercalculateurs, des possibilités en usine de remplacer les hommes, par exemple, ou bien de simplifier du travail. Pour y arriver, on a plusieurs personnes très connues et qui sont occidentales, loin du monde du Moyen-Orient ou encore de l'Afrique. Nous retrouvons donc Thomas More, notamment sur les idées d'utopie, etc., en Europe, de comment on pourrait refaçonner la société. Et pour l'informatique, on a Moore, M-O-O-R-E, qui est une loi. Il nous a expliqué qu'il y avait des transistors, ce qui permet de faire des calculs, mais qu'à l'époque, on pouvait en mettre très peu, parce que ça venait à chauffer. Donc sur une petite surface, eh bien, c'était compliqué d'avoir une grosse puissance de calcul. Mais selon sa loi, tous les 18 mois, puis après en 1975, il dira tous les 2 ans, il y a la miniaturisation qui permet du coup de démultiplier sur un petit espace le nombre de ces transistors qui permettent du coup d'offrir plus de puissance de calcul. Et vous doutez après, derrière, de développer des logiciels dans le hardware. Donc, besoin d'une configuration efficace, ça passe par les transistors, par après la RAM, par les différents outils qui permettent ça, assembler correctement donc dans la configuration, vous voyez, configurer proprement, pour arriver à développer une puissance de mémoire, une puissance de calcul, les deux combinés, et après pour répondre aux demandes des humains, à leurs besoins, et ça peut être plein de choses. Un simple, voyez-vous, calcul mathématique, comme un programme plus complexe pour, je sais pas, diriger un bras robotique, ou encore analyser des pièces qui passent sur une chaîne, et comme ça peut être encore plein d'autres choses. Puis, finalement, on s'est dit que ça ne sera pas que de l'utilitarisme. Est-ce que l'intelligence
artificielle pourrait donc être dans le premier mot intelligente, c'est-à-dire équivalente, je ne sais pas, à des animaux dans un premier temps, capables de se repérer, de s'animer, et puis même de façon après humain, là c'est vraiment le sommet de la chaîne, capable de penser, le cogito, je pense donc je suis, j'agis, développer une certaine volonté, d'accord, être même dans la capacité de créativité et plus encore. Ça, c'est entre autres ce qu'on va retrouver avec l'inventeur d'Enigma, d'accord, donc est-ce que la machine pourrait être un agent conversationnel au point de tromper l'humain qui ne saurait plus qui est l'interlocuteur au bout de l'appareil. Ça, c'est Alan Turing qui invente la machine Enigma, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons les nazis qui inventent, qui révolutionnent en tout cas le système cryptographique en s'envoyant des messages cryptés, et avec des appareils, il fallait avoir les bonnes fiches qui étaient livrées pour pouvoir recombiner correctement les lettres et obtenir les instructions. Alors des fois ça pouvait être un message pour le ravitaillement, à d'autres moments c'était pour pousser une opération ou encore signaler la présence des troupes au sol ou encore des navires ou bien de l'aviation. Tout ça c'était dans un ordre stratégique, et pour dépasser et on va dire préparer des attaques, tromper l'adversaire, il fallait absolument récupérer ces informations. Enigma, vous avez le film Imitation Game, qui est excellent, je vous en ai parlé en plus récemment. Il développe comme ça des sortes de bobines à moitié qui vont tourner et qui vont essayer en fait de recevoir les messages et de les décoder de façon correcte, vous voyez, pour que ça en ait un sens. Et après, à partir de là, donc, obtenir les positions des adversaires pour pouvoir les attaquer, ou encore, comme on a vu justement, faire des débarquements, entre autres. Il y a une autre personne, donc là on a fait Moore, on a parlé également après de l'utopie Thomas More, mais ça c'est encore autre chose. L'idée donc d'Alan Turing, très fort, hein, il est dans les prémices de l'informatique, et des agents conversationnels dont on va reparler après, puisqu'aujourd'hui nous savons qu'avec ChatGPT et d'autres encore, c'est quoi, c'est Brock, je crois un truc comme ça sur, je sais même plus comment il s'appelle, sur Twitter, mais enfin, Grok plutôt. Vous mettez des messages et ils sont capables d'y répondre. Au point où vous pourriez être interrogé, est-ce que c'est une capacité humaine, une faculté qui se serait accaparée, le langage, qui ramène en plus à une culture. Est capable, pour l'informatique, de te répondre en français, en anglais, ou encore en hindi, ou en ce que tu veux. Donc ça interroge. Et on a un autre personnage, donc tous occidentaux, hein. On remarque qu'il n'y a pas là-dedans de moyen-orientaux ou d'africains. Vraiment, la révolution technologique informatique, c'est principalement occidental. Et on a un paradoxe de Moravec. Lui, il nous dit, la machine, elle nous épate. Là, on a gagné en puissance, et de jour en jour, on la voit même capable bientôt d'être dans des androïdes pour pouvoir reproduire ce qui serait du mouvement humain, de l'interaction, même un mimétisme quelque part dans une forme d'émotion, avec le visage, voyez, les yeux qui viendraient à se plisser, la parole qui changerait son intonation, bref, ça pourrait vraiment nous épater. Mais il dit, il y a un paradoxe, c'est que ce qui est simple pour l'homme est extrêmement compliqué pour la machine, et ce qui est compliqué pour l'homme, comme des jeux vraiment qui nécessitent beaucoup de concentration, ou des calculs, des fois qui sont en ligne ou non, on prendrait du temps avant de trouver le résultat, voire même des fois on se tromperait, la machine, tac tac, à peine c'est rentré, ça y est, le résultat est là. Donc elle nous dépasse sur certaines choses, mais ce qui est simple pour nous, comme bouger dans l'environnement, nous adapter à un autre état, ça, la machine est incapable de le faire. C'est-à-dire, si vous la mettez en périmètre inconnu, son algorithme va galérer, d'accord ? Alors que l'humain, vous le mettez en périmètre inconnu, eh bien, il va s'adapter petit à petit et il se fait sien. C'est un peu du lamarckisme, quelque part. Et au fur et à mesure, il arrivera à s'y faire. La machine essaye de nous laisser entendre qu'avec le machine learning, l'apprentissage par la machine, sans superviseur, pourrait conduire un jour ou l'autre à une forme de singularité. Ce que Kurzweil laisse entendre. Donc à nouveau américain, et après on en a plein d'autres. Je vous propose de commencer, sans tarder, la lecture de certains passages.
Elle va nous dire qu'en 2019, ils échangeaient dans leur bureau et ils étaient là en train de passer 1 heure à discuter de la manière dont les systèmes automatiques et les méthodes basées sur les données peuvent contribuer à une approche client plus personnalisée à l'avenir. Mais, dans leurs locaux, ils n'étaient pas forcément avisés de l'intelligence artificielle. Ils détaillaient ce à quoi ça pourrait servir, le besoin d'un outil dans la totale personnalisation d'un service, mais incapables de parler dans un premier temps d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous rions bien sûr de cette anecdote, simple confusion linguistique lors d'une réunion. Mais cela révèle aussi une réalité grave. Une équipe de direction, qui est pourtant responsable des systèmes d'IA, ne sait pas elle-même en quoi ces systèmes consistent. Et cette équipe n'est malheureusement pas un cas isolé. L'intelligence artificielle a beau faire l'objet d'un important battage médiatique, les décideurs manquent souvent de connaissances sur ces systèmes. Plus tard au bureau, un de mes chercheurs arrive avec les derniers résultats d'une étude. Notre nouvelle approche démontre théoriquement une amélioration de la précision d'un système d'IA. Un petit moment d'euphorie pour mon équipe qui développe des systèmes d'IA au sein de l'IMEC avant de passer le relais à l'industrie. Mais ensuite, je me mets à cogiter. La formule mathématique qui sous-tend ces nouveaux résultats est peut-être très jolie, mais les implications en sont beaucoup plus complexes. Dans quelle mesure est-elle pertinente pour l'industrie qui s'appuie sur nos algorithmes afin d'accroître son efficacité ? Et, même si le nouveau système est pertinent, le surcoût en vaudra-t-il la peine ? Comment diable traduire cette recherche en langage humain tout en restant transparent ? Et, par-dessus tout, cela résout-il un problème du monde réel ? Les questions dépassent également l'aspect purement économique. Que se passerait-il si cet algorithme se retrouvait sur Internet et était utilisé à des fins moins nobles ? Ce ne serait effectivement pas la première fois qu'une technologie mise au point par des chercheurs enthousiastes, voire naïfs, formerait soudain la base d'un logiciel violant la vie privée ou des droits fondamentaux. Un emballement par lequel je me fais régulièrement surprendre. Je me montre souvent enthousiaste à l'égard des progrès technologiques sans me rendre compte que ceux-ci ont également un impact social. Comment faire en sorte que cela n'arrive pas avec la formule que j'ai sous les yeux ? Quand je rentre chez moi, le téléphone sonne. Un membre de ma famille a vu un débat sur l'IA et s'inquiète. Les robots prendront-ils notre travail ? Les voitures autonomes continueront-elles à provoquer des accidents ? Qui sera leur coupable ? Comment résoudre les dilemmes éthiques ? Comment les préjugés que nous, humains, intégrons dans les algorithmes ? J'essaie de répondre de mon mieux à toutes ces questions, mais je ressens de la peur à l'autre bout de la ligne. Une peur que j'ai du mal à dissiper. Et on en arrive à les traducteurs d'intelligence artificielle. On a donc l'IA, intelligence artificielle, qui gagne rapidement en importation dans différentes entreprises et là croît en importance dans notre société. Les progrès se multiplient et les systèmes d'IA s'insinuent partout dans notre vie. Des séries que Netflix nous recommande sur base de notre historique au portique qui scanne nos visages à l'aéroport. Donc vous avez d'un côté la personnalisation du service par Netflix par exemple, au fur et à mesure que vous consommez des contenus, eh bien les mots-clés des synopsis ou les catégories type thriller, comédie ou autres vont faire que ils vont vous référencer certaines choses. Et en fait, après, ils vont recouper votre profil avec d'autres profils et voir le nombre de clics, de satisfaction pour essayer au maximum de vous mettre des contenus en adéquation avec votre profil. Après, l'intelligence artificielle est aussi utilisée, entre autres, par la biométrie, comme on le voit à l'aéroport, pour notamment détecter des personnes qui seraient recherchées pour criminalité, terrorisme, et enregistrer, pourquoi pas par la suite, les titres. Vérifier si c'est bien vous qui êtes enregistré avec le bon nom et le prénom. Mais l'intelligence artificielle n'est pas cantonnée qu'aux entreprises, aux mastodontes de différents secteurs. Il y a aussi de l'open source, où tout un chacun peut saisir des codes qui ont été programmés par d'autres, les améliorer et proposer également leurs services. Et c'est ce qu'on retrouve, entre autres, avec une entreprise japonaise. On a quelqu'un qui s'appelle Makoto Quark, et ses parents, ils travaillent dans des
exploitations de concombres. D'accord ? Et c'est un ingénieur de système de l'industrie automobile japonaise. En 2016, il a commencé à aider ses parents dans leur exploitation de production de concombres. À cette époque, la culture de ces légumes était encore très manuelle. Le tri des concombres par catégorie en particulier nécessitait beaucoup de travail et en plus c'est des tâches répétitives, donc abrutissantes. On en revient même à ce qu'écrivait Simone Weil dans L'Enracinement quand elle disait « Il serait bon en soi de développer plus de mécanique, mais si on pouvait les rendre autonomes. Parce que sinon la machine, pour que ce soit l'humain qui actionne toujours les mêmes leviers, l'épuise mentalement et ne l'épanouisse pas. » Donc Makoto Kwak voit ses parents qui galèrent, particulièrement sa mère qui est dans le tri par rapport au calibre, et va décider de développer un algorithme. Pendant la saison des cueillettes, la mère de Makoto passait 8 heures par jour à répartir les concombres en 9 catégories en fonction de leur forme, de leur taille et de leur couleur. Un système trop difficile à expliquer aux saisonniers. Mais Makoto était convaincu qu'il était possible d'améliorer le tri avec l'IA. Il a utilisé un réseau neuronal, un système d'IA imitant notre cerveau. Et le réseau neuronal est d'ailleurs vraiment répandu depuis l'applicatif pour jouer au jeu de Go. On en reparle après. Que nous aborderons donc plus en détail dans ce livre. Il a entraîné ce réseau en lui montrant de nombreuses photos de concombres en utilisant les outils open source de Google, gratuitement disponibles en ligne. Le système a rapidement assimilé la méthode de la mère de Makoto et a pu répartir les concombres en 9 catégories. Makoto a relié l'application à une trieuse automatique. Avec ses propres appareils électroniques, comme un Raspberry Pi, un petit ordinateur pour bricoleur, il a mis au point un robot qui trie les concombres selon la catégorisation du modèle d'IA. Ce faisant, il a automatisé la tâche qui occupait sa mère toute la journée. Donc il a libéré sa maman d'une tâche épuisante. La connaissance de l'IA se démocratise donc rapidement. Un non-expert comme Makoto a pu développer une solution qui aurait été inimaginable il y a quelques décennies. Entre-temps, l'IA pénètre progressivement tous les aspects de notre société. En 2017, Andrew Ng, un des principaux chercheurs en IA, qui a travaillé entre autres pour Google et Baidu en Chine, déclarait, je le cite, « Tout comme l'électricité a presque tout transformé il y a 100 ans, j'ai du mal aujourd'hui à imaginer une industrie que l'IA ne bouleversera pas dans les années à venir. » Fin de citation. Selon Andrew Ng, l'IA est la nouvelle électricité. C'est Klaus Schwab qui nomme ça la 4e révolution industrielle et d'autres qui parlaient de 3e même révolution industrielle, je pense à Jérémy Rifkin. L'électricité a en effet transformé notre environnement. Les rues et les maisons ont été éclairées, les appareils électroménagers ont pris le relais des tâches ménagères manuelles et les machines électriques ont automatisé le travail dans les usines. Fini le nettoyage à la main. Terminé de faire la popote, il y a aujourd'hui des robots cuiseurs, ou encore, pour nettoyer la vaisselle, vous avez les machines qui le font. Et même pour l'aspirateur, pour les plus flemmards, aujourd'hui leur maison est cartographiée, tac, et à certaines heures, le robot, quand il n'y a pas de passage, va se déclencher pour justement nettoyer. Et même quand il y a des obstacles, il est capable, par ses détecteurs, hop, de s'arrêter, de rebrousser chemin et de refaçonner un autre circuit. C'est quand même dingue. Et pareil pour la tonte du jardin, même si les appareils ne sont pas encore tout à fait efficaces. Donc aujourd'hui, les algorithmes d'IA permettent à Amazon, par exemple, de nous proposer plus efficacement des produits sur sa plateforme. Ils permettent également d'établir de meilleurs diagnostics médicaux, une automatisation du travail humain et la traduction en ligne de presque toutes les langues. Dans le même temps, de nombreuses menaces apparaissent. Nous avons peur que l'IA nous vole nos emplois, qu'elle viole notre vie privée. Et les premiers emplois qui étaient menacés, c'est l'école bleue. D'accord ? Par l'automatisation et la robotisation, hop, tout le travail à la chaîne, quasiment, on peut mettre au chômage. Pareil, il y en a qui travaillent pour l'agriculture, à développer des machines avec des bras mécanisés et une certaine dextérité, vous voyez, comme pour des mains à moitié, qui pourraient saisir les fruits ou les légumes sans les dégrader. Et donc ça risque de mettre bon nombre de gens qui n'ont pas forcément derrière eux de formation ou même de diplôme, ils vont se retrouver sur le banc de touche. Alors après,
Pour pallier ces problèmes, il y a eu notamment le compte pour formation en France, les alternances qui ont été privilégiées pour essayer de remettre, on va dire, en scène certaines personnes. Vous perdez un emploi manuel, on va essayer de vous orienter soit vers le tertiaire ou bien dans le codage informatique, par exemple, ou dans la maintenance de ces machines. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a des métiers en effet qui vont disparaître. Et autre chose sur ça, par rapport aux emplois qui sont menacés, donc l'école bleue, et il y en a certains, c'était pas trop dérangeant pour eux. Bah, ils sont traducteurs. Donc en fait, ils s'en foutaient, ils n'étaient pas mobilisés pour le reste de la population. Nous avions également certaines personnes, entre autres, qui écrivaient des petites histoires. Aujourd'hui, hop, l'IA récupère, je sais pas, 5000 histoires, même plus que ça, dans d'autres langues encore, les traduisent et les recoupent et vous font quelque chose de nouveau. Donc le rendu est là, les traductions sont efficaces, on a quoi d'autre, ceux qui doublent les scènes, par exemple, ça c'est pareil, et pourtant ils se pensaient protégés. Dans l'économie aussi, on a beaucoup de traders maintenant, on a du trading à la milliseconde, même plus que ça, je crois, à la nanoseconde, hop, des ordres d'achat, des ordres de vente, et c'est comme ça que sur certains systèmes financiers, vous avez des... En fait, si on pouvait analyser, vous voyez, en informatique, réduire en temps et faire les bâtonnets, même pas en minutes, mais en dizaines de secondes, on verrait que des... Voilà, que des transactions qu'un humain ne pourrait même pas faire en tapant le plus rapidement possible. En tapant, c'est infaisable. Même en parlant, c'est déjà trop lent. C'est pourquoi, donc, mes réunions quotidiennes m'inquiètent. Les managers qui ont ou auront la responsabilité finale de ce type de système devront mieux comprendre son fonctionnement et ses implications. Quant aux ingénieurs en IA, leur vision est encore trop souvent étriquée et essentiellement technique. Pour eux, les conséquences sociales sont trop souvent des facteurs externes qu'ils ignorent. Ils avancent dans leur métier, ils continuent à progresser, mais si ça change la société, on va dire, ça déstabilise le social, ils s'en branlent, ils prennent leur chèque. Il y a des chercheurs un peu comme ça qu'on retrouve aussi dans l'ordre du vivant. Des fois, ils sont capables de travailler sur des virus et même d'aller plus loin, de répandre les virus parce qu'ils veulent des financements pour poursuivre soit leur découverte sur un remède, soit encore par pure volonté de pouvoir. On avait eu ça notamment aux États-Unis avec Bruce Evans, qui travaille dans un laboratoire, le labo P4 du Fort Detrick. Il travaille sur la bacille du charbon. Travaux récupérés donc par rapport à l'anthrax à l'unité 731 au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale des crimes contre les humains. Bref, je vous passe toute l'histoire. Et donc, il voulait des financements et après le 11 septembre, il avait profité de l'attentat pour au mois d'octobre envoyer des lettres avec la bacille du charbon. Il a été découvert des années plus tard et on a vu en fait qu'il travaillait sur un remède, sur un vaccin, je crois, il me semble. Donc là, il y a cette peur que certains chercheurs, en fait, se moquent des dégâts qu'ils nommeraient collatéraux et qui pourront en réalité, malheureusement, conduire à la dépression pour certains, ruiner des personnes qui ont des crédits, entre autres, déstabiliser la société et même le social. Aujourd'hui, des traducteurs en ligne comme Google Translate livrent d'assez bons résultats grâce à l'IA. Mais nous manquons d'êtres humains pour traduire les spécificités de l'IA entre différents groupes de personnes. Ironique ? Non. À mon avis, le grand défi de l'IA ne réside pas dans son aspect technique, mais dans la réussite de cette traduction. Bien sûr, l'IA a encore un certain nombre de défis techniques que nous ne pouvons sous-estimer, à relever. Mais c'est dans la transposition de la technique au monde réel que la mise en œuvre de ces systèmes échoue encore souvent. Alors que je regarde, donc c'était 7, 8, 9, ok, 12, 13, parce qu'en fait, comme je l'ai imprimé, il n'y a pas forcément les numéros de page, mais j'ai manqué à la vérification sur le livre. Le rêve originel. Le rêve originel de l'IA a été de construire des solutions informatiques reproduisant l'intelligence humaine en vue de prendre en charge des tâches dangereuses, ennuyeuses ou sales. Donc il y a des problèmes pour les humains. L'intelligence artificielle devait uniquement être les solutions au plus simple et libérer l'homme. En anglais, ce sont les 3 D. Dangerous, Dull and Dirty.
Aujourd'hui, le grand rêve qui sous-tend ces systèmes autonomes et autodidactes est d'imiter toutes les formes d'intelligence humaine et de réaliser des tâches difficiles. La liste compte donc un 4e D, difficult, difficile. Ceci représente un défi de taille, car l'intelligence humaine peut prendre de nombreuses formes. Intelligence verbo-linguistique, intelligence logico-mathématique, intelligence visio-spatiale, intelligence musicale, créativité, intelligence physique, intelligence interpersonnelle, qui renvoie à l'intelligence relative à la collaboration entre personnes, ou intelligence intrapersonnelle, vision de la manière dont on préserve l'équilibre entre mental et physique. Pour imiter l'intelligence humaine, l'IA doit donc au moins être capable d'effectuer les étapes suivantes. Traiter. Un système d'IA doit convertir des informations reçues en un format utilisable. Comprendre. Un système d'IA doit identifier les relations ou les modèles dans les données traitées. Raisonner. Un système d'IA doit appliquer une logique aux connaissances afin de prendre une décision. Et enfin, agir. Le système d'IA doit entreprendre les actions adéquates sur la base de cette décision. Pour réussir le premier, donc traiter l'information, pouvoir le mettre en système informatique, il a fallu des vérifications derrière par les humains et ce qu'on nomme le reCAPTCHA. Vous mettez par exemple un mot et puis le deuxième était à compléter. Ou bien sur l'image, pour faire de la reconnaissance du coup visuelle, là on pourrait peut-être être dans l'intelligence visuo-spatiale, que vous cliquiez sur les cheminées ou encore sur les passages piétons par exemple. L'intelligence verbo-linguistique renverrait peut-être à, entre autres, les mots du coup qu'on complétait. Logico-mathématique, là je ne sais pas. À nouveau, il y a des choses des fois qui nous échappent ou moins publiques. L'humain parcourt les mêmes étapes. Nous assimilons les éléments via nos 5 sens et les traitons pour comprendre notre environnement. Ensuite, nous réfléchissons à la situation dans laquelle nous nous trouvons, choisissons ce que nous voulons faire et agissons. Nous répétons ce cycle des milliers de fois chaque jour, la plupart du temps inconsciemment. Chaque fois que nous ouvrons une porte, coupons des légumes ou renvoyons une balle, notre cerveau parcourt ce cycle. Donc, traiter, comprendre, raisonner, agir. Pour nous, c'est facile, car nous fonctionnons presque toujours ainsi. Mais pour les ordinateurs, c'est pas leur nature. Je me rappelle, ils sont artificiels, création des humains. C'est extrêmement difficile et nous commençons seulement pas à pas à construire des systèmes capables de parcourir un tel cycle afin d'exécuter des tâches bien spécifiques. Pour parcourir ce cycle, un système d'IA a besoin de 3 éléments de base. En 1, l'algorithme, des formules mathématiques qui permettent aux ordinateurs d'apprendre. En 2, les données. Elles sont nécessaires comme information brute pour l'algorithme. Nous avons généralement besoin d'une grande quantité de données pour rendre un système intelligent. Et en 3, un matériel informatique, le hardware. L'IA exige beaucoup des ordinateurs et a besoin d'importantes capacités de stockage ainsi que de puces rapides pour effectuer les calculs. Et c'est là où, dans le minage des informations, par exemple, vous allez avoir l'utilisation de CPU et de GPU. D'accord ? Ça, on est tout ça sur la configuration, comme je vous disais tout à l'heure, donc le matériel, ce qu'on nomme le hardware, qui va permettre, après un meilleur traitement, en tout cas une puissance de calcul et de mémoire, derrière renvoyer également la connexion au serveur, donc là c'est vraiment toute la mémoire, ce qu'on appelle les bases de données, les big data, d'accord ? Et l'algorithme est entre les deux. L'algorithme a besoin de sa base de données d'une puissance de calcul, d'accord ? Et une fois que c'est combiné, eh bien là il peut arriver à traiter l'information, la réorganiser, réagir et donner, ni plus ni moins, les réponses aux questions que l'on vient à poser. Alors que je regarde, j'ai d'autres notes encore par rapport à ça. Donc, ok. L'apprentissage automatique et les réseaux de neurones. Indépendamment de ces 3 éléments de base, nous utilisons aujourd'hui toute une série de termes dans le contexte de l'IA. Apprentissage automatique, apprentissage profond, réseau de neurones. Pour expliquer ces termes, remontons quelque peu le temps dans l'histoire de l'IA. Le terme IA est apparu en 1956 lorsque l'informaticien américain John McCarthy l'utilisa pour la première fois lors d'une conférence académique.
À l'origine, le terme IA était un vocable générique qui désignait des machines effectuant des tâches de manière intelligente. Les premiers systèmes reposaient sur des instructions, un programmeur les programmant ligne par ligne. Donc c'était vraiment un logiciel, d'accord, produit par l'homme, et jamais on se serait dit qu'il pourrait se reprogrammer lui-même ou combiner quelque part des variables. Voire, il y a autre chose que je voulais dire par rapport à ça, l'idée de réseau de neurones. C'est-à-dire, on n'était pas dans cette pensée qu'on viendrait à décrypter la façon de procéder dans notre tête avec les différents hémisphères, les zones, les parties de traitement. En fait, on n'avait pas cette notion-là que de la psychologie et de la continuité, du cognitivisme, de l'étude, donc du fonctionnement cérébral, on en viendrait à faire une sorte de duplicata en réseaux neuronaux pour l'informatique. C'est à peu près ça. Ce type de système intégrait de nombreuses possibilités avec des réponses correspondant. Si la situation A se produit, le système entreprend alors l'action B et compagnie. Donc après, il y a l'idée d'intelligence artificielle faible, intelligence artificielle forte, avec différentes capacités, et la super IA, celle ayant dépassé carrément l'homme et devenant une sorte de dieu. On a donc le test de Turing, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un extrait qui nous est mis en anglais, alors je ne vais pas vous le lire, mais on va passer à l'information. Tout comme nous le faisons dans cet ouvrage, il a décidé de mettre cette discussion de côté et d'en faire une abstraction qui allait être comme sous le nom de test de Turing. Une machine serait considérée comme intelligente si elle est capable de duper un être humain au cours d'une conversation. Dans l'article original, Turing proposait le cas suivant. Un juré humain communique avec deux autres personnes via la messagerie textuelle d'un ordinateur. Un des deux interlocuteurs n'est cependant pas un être humain, mais un ordinateur. Le juré doit ensuite converser avec les deux autres et identifier l'ordinateur. S'il n'y parvient pas, l'ordinateur réussit le test de Turing. Sauf que, aujourd'hui, les humains, du coup, pourraient être en effet dupés, parce que l'ordinateur pourrait répondre comme un humain, sans difficulté, mais ça ne fait pas preuve d'intelligence. Parce qu'en fait, vous lui avez mis des mots-clés pour débuter la conversation. Donc, de facto, il lui suffit juste d'une base de données pour reproduire des comportements humains, ou reporter ce qu'il y a dans des livres. Ça n'en produit pas de l'intelligence. L'essence même du test de Turing concerne une discussion entre un humain et un ordinateur. L'ordinateur doit mener cette discussion de sorte que l'humain ne se rende pas compte qu'il converse avec un ordi. Une discussion est pourtant un bel indicateur d'intelligence. L'interprétation de phrases humaines est très difficile et nous y intégrons souvent nombre de subtilités. Par ailleurs, la contextualisation de la discussion est capitale. Il faut par exemple tenir compte d'éléments subtils qui ont été dits auparavant et recourir à la connaissance générale. Le programme informatique Eugène a réussi ce test en 2014. Chaque membre du jury avait 5 minutes pour discuter avec chaque intervenant. Les jurés entretenaient une brève discussion par ordinateur avec une série de personnes et avec des robots, agents conversationnels, que l'on nomme aussi en anglais chatbot, comme Eugène. À la fin de chaque session, il devait évaluer si la discussion avait été menée avec un être humain ou bien un robot. Si plus de 30% des jurés pensaient qu'Eugène était un être humain, ce dernier réussirait le test. Cette conclusion comporte toutefois de nombreux détails gênants. Si Eugène a réussi à duper les jurés, c'est parce que ses concepteurs lui avaient donné les caractéristiques d'un jeune Ukrainien de 13 ans. Comme l'anglais n'était pas la langue maternelle du garçon, les choses bizarres que disait Eugène ou ses erreurs linguistiques étaient plausibles. Donc en fait, dans les réponses apportées, on n'était pas uniquement sur de l'information valable et sans faute d'orthographe. Au contraire, il y avait, il me semble, quelques justement fautes qui pouvaient conduire à ce que ce soit un jeune qui réponde. Et là, à ce moment-là, on pouvait se dire, bah oui, la machine ne ferait pas d'erreur d'orthographe. D'accord ? Alors qu'elle avait été programmée pour ça. Donc encore une fois, vouloir décrire de l'intelligence uniquement par de l'orthographe ou par la constitution de phrases, ça ne tient pas. Et une conversation humaine est bien plus riche encore. Elle tient des informations, et c'est même dans une conversation humaine, alors là, certes c'est de façon écrite, mais quand c'est même oralement, on dit il y a le langage corporel, et qui parle en plus, qui s'entend quelque part.
C'est le test de Turing devrait être réactualisé aujourd'hui, pas seulement en agent conversationnel de façon écrite, au contraire de façon orale, puisqu'on sait que maintenant les intelligences artificielles peuvent mettre de façon verbale les raisonnements qu'elles ont, entre guillemets, qu'on leur a programmés. Donc, ça serait plus intéressant de pouvoir observer qu'en fait ils n'ont rien encore comme ça de comparable avec l'humain, avec l'homme, avec la créature de Dieu. Si le personnage d'Eugène avait été une femme britannique de 40 ans, il n'aurait probablement pas réussi le test de Turing. Ces agents conversationnels essaient souvent de duper les gens. Ils utilisent des techniques de conversation, comme poser des questions répétitives à leur interlocuteur, afin que ce dernier ne discerne pas les lacunes dans leurs connaissances, ou il les aiguille la discussion sur des sujets qu'il maîtrise bien. Eugène a procédé de cette façon en utilisant ses connaissances relatives à Eminem, un fameux rappeur, excusez-moi, américain. Je sais pas pourquoi j'étais dans le faux. Alors ça c'est le test de Turing. On avance un peu. Je vous demande juste un instant parce que hop, il faut retrouver. Donc 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. L'IA centrée sur l'humain. Ces traducteurs d'IA ont évidemment besoin d'un but. Pour moi, il s'agit de donner naissance à une IA centrée sur l'humain. L'IA est en effet un outil, quelles que soient les discussions philosophiques sur la conscience et l'intelligence suprême. Et tout outil construit par l'homme au fil du temps vise finalement le même but, optimiser notre vie et automatiser des tâches. L'être humain est paresseux par nature et cette paresse est un moteur d'innovation. Aujourd'hui encore, des gens intelligents rêvent d'une vie meilleure, plus heureuse et plus productive. Nous voulons faire ce que nous aimons, tandis que les tâches ennuyeuses, sales et dangereuses ne sont plus confiées à des humains. Nous voulons faire de la planche à voile en Italie pendant que l'ordinateur travaille. Si l'on considère des systèmes d'IA comme prolongement de l'intelligence humaine, il existe encore des possibilités infinies d'utilisation de l'IA, que ce soit pour automatiser davantage ou pour repousser des limites quant aux capacités humaines. Dans la suite de ce livre, nous avons opté pour cette approche centrée sur l'humain. Un aspect que l'Europe tente de plus en plus de ramener sur le devant de la scène maintenant que les grandes puissances technologiques, comme les États-Unis ou la Chine, surpassent notre continent et nous mettent sous pression. Mais nous devons aussi garder les éléments suivants à l'esprit. L'IA est un système informatique et non quelque chose de créé par la nature. Nous devons gérer nous-mêmes cet outil. L'IA n'est pas une religion. Nous ne sommes pas tenus d'y croire. Nous devons seulement veiller à ce que, comme n'importe quel outil, elle fonctionne comme nous le voulons. Il est nécessaire de considérer l'IA comme un troisième bras ou un second cerveau, mais elle doit rester une aide au service de l'humain, et non l'inverse. L'humain ne doit pas être asservi comme ça à ce monde artificiel numérique. Nous ne voulons pas construire un système qui soit uniquement au service de l'entreprise qui déploie la dite solution. Enfin, nous devons attendre plus de transparence des systèmes d'IA. Et après, toutes les questions morales et ce genre de choses. Les ordinateurs deviennent-ils plus intelligents que l'homme ? Une vague de perplexité traverse le public. Un murmure s'élève à l'arrière-plan lorsque la pierre noire apparaît sur le tableau. Je cite. « Il s'agit vraiment d'un coup inattendu », bégait un commentateur. À ce moment-là, l'adversaire sud-coréen fume dehors, rongé par le stress alors qu'il perd une fois de plus face à un ordinateur. Quelques instants plus tard, il revient et s'installe de nouveau devant la table de jeu. Son visage reflète la confusion. Un rire crispé apparaît sur ses traits, suivi d'un regard vide et interloqué. C'est le légendaire coup 37 de la deuxième partie entre Lee Sedol, champion sud-coréen du jeu de Go, et le système d'IA AlphaGo de l'entreprise britannique DeepMind. Avec ce coup, Sedol perd la partie, mais, plus important encore, il permet d'assister à un phénomène que l'être humain n'a jusque-là jamais observé chez une machine. L'innovativité. Je cite. « Je pensais qu'AlphaGo reposait sur un simple calcul de probabilité », déclarait Sedol, désemparé. Je continue à le citer. « Je pensais avoir affaire à une simple machine. Mais ce coup m'a fait changer d'avis. AlphaGo est vraiment créatif. Ce coup était vraiment inventif, vraiment beau. » Fin de citation. En fait,
que se passe-t-il dans cette situation? On a, ni plus ni moins, un amoureux du jeu de Go. Un Sud-Coréen qui est champion dans son domaine, qui s'appelle Lee Sedol. Et lorsque le coup 37 sort par la machine, pour lui, c'est innovant. C'est pas une simple partie où j'anticipe ton coup et j'essaye de te bloquer ou ce genre de choses pour regagner du terrain. Là, c'est vraiment un coup particulier, et comme une sorte un peu d'œuvre d'art. Mais c'est de son point de vue de joueur amoureux du domaine. Maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle a fait une prouesse ou au contraire, elle n'a juste fait que ressortir une combinaison parce que son système de calcul lui a dit que c'était le meilleur moyen de gagner. Et donc, loin d'un coup inventif qui serait beau. Les chercheurs ont vérifié par la suite. Selon AlphaGo lui-même, il n'y avait qu'une chance sur 10 000 qu'un humain joue ce coup 37. Pour l'humain, une chance sur 10 000. Pour la machine, c'est de l'ordre de la probabilité, et ça devait s'exprimer à un moment ou à un autre. Les tournois entre champions humains de jeux de société complexes et de systèmes d'IA ne datent pas d'hier. Ainsi en va-t-il de la légendaire partie d'échecs qui a opposé Deep Blue et le champion d'échecs russe Garry Kasparov à New York en 1997. Donc on est passé du 8 sur 8 à du 19 sur 19 en termes de cases et après de complexité de coups possibles. C'est incroyable. On remarquera autre chose, c'est que dans le livre « Pourquoi la pensée humaine est inégalable », en fait, ce qui rend vivant la partie, c'est l'humain. Si tu fais jouer deux algorithmes entre eux, il n'y a rien. Il n'y a pas une volonté de gagner, il y a juste une volonté de « je mets mon coup », en fait, et je réponds, quoi. Toi, tu vas mettre ton coup, tu as ton logiciel, hop, va se mettre en activité, hop, je vais y répondre. En gros, c'est ça, on va dire, entre deux intelligences artificielles. Alors que quand il y a l'humain, il y a la part comme ça, d'un coup qui pourrait être une erreur, ou bien il y a cette partie rendue vivante. Ça, c'est intéressant. En fait, il y a le jeu qui s'exerce, ni plus ni moins. C'est la première fois en 1997 qu'un ordinateur battait un champion d'échecs en titre dans les mêmes conditions qu'un tournoi. Le résultat de cette partie a déclenché une onde de choc dans le monde des échecs. Mais, jusqu'en mars 2016, aucun ordinateur n'a été à même de réaliser le même exploit dans une compétition de Go. Le Go est un jeu extrêmement complexe et très populaire en Asie. Il se joue sur un plateau de 19 cases sur 19, soit 361 cases au total. Les joueurs placent à tour de rôle des pierres, respectivement noires et blanches, sur le plateau et essaient de former des territoires en les fermant. Cela peut paraître simple, mais le jeu est très complexe. Le nombre de configurations possibles excède en effet le nombre d'atomes dans l'univers. Jouer au Go à un haut niveau requiert un niveau d'intuition et de clairvoyance dont on ne pensait pas les ordinateurs capables. En tout cas, jusqu'à ce qu'AlphaGo réalise le coup 37, montrant ainsi comment un ordinateur peut vraiment maîtriser le jeu de Go. Contrairement aux ordi et systèmes d'IA antérieurs qui jouaient un jeu de société, AlphaGo utilisait un nouveau système, un réseau de neurones imitant le cerveau humain. Cette nouvelle solution a humilié le légendaire champion de Go Lee Sedol. Avant la compétition, il se montrait arrogant, frimait en affirmant qu'il allait gagner les 5 parties ou à la limite en perdre une. Il en a finalement perdu 4 sur 5, ce qui l'a perturbé au plus profond de lui-même. Mais cette défaite a eu d'autres conséquences en dehors du monde du jeu de Go. Dans son livre « All Superpower », le chercheur taïwanais en intelligence artificielle Kai-Fu Lee a affirmé qu'AlphaGo était une espèce d'événement Spoutnik pour la Chine. De la même manière que les Américains ont investi des sommes considérables dans la course à l'espace après l'envoi du premier satellite Spoutnik 1 dans l'espace par les soviétiques, la Chine a commencé à investir massivement dans l'IA après AlphaGo. Mais, d'une manière plus générale, le programme a démontré la force de cette nouvelle génération d'IA. Lorsqu'AlphaGo a remporté la compétition de Go en 2016, les experts pensaient encore qu'il faudrait attendre 10 ans pour que cela se produise. Et l'IA s'était donc développée beaucoup plus rapidement que ce que nous avions imaginé. Quelques années après sa défaite, Lee Sedol s'est retiré du Go, estimant que l'humain ne pourrait plus battre les ordinateurs dans son jeu favori, ce qui enlevait pour lui tout suspense au jeu de Go. Il arrache-quitte. Donc on a les réseaux de neurones,
ou réseaux neuronaux, qui sont une catégorie d'algorithmes d'IA souvent utilisés. Ils sont très populaires depuis les années 1990. Et les réseaux de neurones s'inspirent finalement des neurones de notre cerveau. La capacité d'auto-apprentissage est l'un des principaux éléments du réseau de neurones. Ce système complexe et adaptatif modifie sa structure interne sur la base de données, généralement en modifiant des poids. Chaque liaison entre neurones a un poids, un nombre qui règle le signal entre les deux. Ce poids définit la puissance avec laquelle le signal arrive au neurone cible via la liaison, et peut être positif, stimulant ou négatif, un frein. En fin de compte, une fonction avec des poids est définie pour chaque paire de neurones dans le réseau, indiquant comment la mise en route d'un neurone impacte l'autre. On a 3 techniques d'apprentissage qui vont être exprimées. Alors il me semblait qu'il y avait un récapitulatif. Pour pouvoir prendre une décision de manière autonome, les algorithmes doivent, de la même manière que l'homme, apprendre ou être formés. Ils doivent donc apprendre, à partir d'une certaine entrée, à fournir un résultat correct pour un problème précis. Il existe 3 grandes techniques d'apprentissage pour les algorithmes, que les chercheurs en informatique utilisent séparément ou de manière combinée. Apprentissage supervisé. L'algorithme découvre des modèles parce qu'un humain les lui indique. L'apprentissage non supervisé. L'algorithme identifie lui-même des modèles sans intervention humaine, et l'apprentissage par renforcement, qui est l'algorithme qui trouve lui-même des modèles en faisant des erreurs. Donc l'apprentissage supervisé, ça porte son nom, hein, c'est l'humain qui indique à la machine quelles sont les bonnes données, et à partir de là, de cette base, pour travailler sur la suite. On peut comparer cela avec le mode d'acquisition de certaines connaissances par l'homme. Ainsi, les enfants apprennent à différencier un chien d'un chat parce qu'on leur a montré des photos ou des exemples vivants de chiens et de chats. Donc le superviseur est chargé, un peu comme du reCAPTCHA, de dire ici c'est un trottoir, sur cette photo c'est un trottoir, et par des millions d'interactions, on va dire, de validation supervisée, la machine après est capable de détecter par sa base de données le chat, le chien et ce que vous voulez. Ou encore, par exemple, des mots-clés pour enlever les spams de la boîte mail ou les classer justement quand vous recevez des mails abusifs de prospecteurs ou encore de gens qui veulent faire du phishing. Eh bien, au vu du nombre de flux de mails envoyés, donc du volume qui a lieu sur, par exemple, je sais pas, le système Gmail, eh bien, de facto, ça va être mis dans les spams. Soit des mots-clés, soit des adresses mail génériques, mais qui reviennent dans plein de boîtes mail, bref, c'est comme ça qu'ils s'organisent. Donc, ça relève de l'IA qui est supervisée, comme je vous ai parlé des CAPTCHA, on peut passer à la suite. Apprentissage non supervisé. Donc là, il n'y a pas de label, il n'y a pas le tampon humain qui dit ça c'est une donnée valide. Le système structure lui-même des données sans savoir ce qu'elles représentent et les algorithmes cherchent ensuite des similitudes, coloration, nombre de pixels et tout ce que l'on veut encore, entre ces données pour les regrouper dans ce que l'on appelle des clusters. Le système d'IA détecte lui-même les groupes sur base de caractéristiques similaires dans les données d'entrée. À un niveau très simple, on peut comparer cela aux exercices donnés aux enfants, dans lesquels ils doivent, par exemple, indiquer des carrés, triangles et cercles d'une certaine couleur. Donc ça va vraiment être, de façon non supervisée, quelque chose de simple. Détecter une couleur, une forme, et tout au plus, si c'est, on va dire, un être vivant ou bien un objet. Des entreprises comme Netflix, Amazon ou Bol.com utilisent ce type de système pour faire des recommandations. L'ordinateur répartit les clients au profil similaire dans des groupes et sur cette base recommande des produits souvent achetés par d'autres clients du même groupe. Et après, au vu de la statistique, de la fréquence, il réajuste les tirs. En gros, c'est ça, c'est un peu du tâtonnement. Donc Netflix utilise plus ou moins 2000 micro-groupes pour conseiller à ses clients des films et des séries définis sur la base de ce qu'ils regardent d'habitude. Et le dernier, l'apprentissage par renforcement. Il arrive que nous connaissions l'objet final souhaité d'un problème, mais que nous ne sachions pas comment y parvenir de manière optimale. L'apprentissage du vélo illustre bien ceci. Nous savons ce que nous voulons atteindre, mais nous ignorons comment. On veut que les roues soient en mouvement, nous déplacer sur le vélo, tenir un certain équilibre, mais comment y parvenir? Et c'est là après, du coup, tout le processus qui rentre en jeu.
Donc, maintenir l'équilibre, avec le pédalier, entraîner comme ça ce mouvement de la chaîne, qui lui-même entraînera la motricité donc, de la roue arrière et fera le déplacement et le guidon orientera. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Donc, pour la machine, c'est pareil. C'est détecter ce qu'elle souhaite et comment y parvenir. Donc, analyser toute la situation pour après développer tout l'algorithme qui va pouvoir entraîner l'engrenage. L'apprentissage du vélo donc, illustre bien, nous savons ce que nous voulons atteindre, mais pas forcément comment. Dans l'apprentissage par renforcement, donc qui est un Reinforcement Learning en anglais, nous récompensons une action débouchant sur le résultat souhaité. Continuer à pédaler sans tomber. Et nous sanctionnons une action erronée, tomber. Chaque tentative nous permet d'apprendre de mieux en mieux ce qui fonctionne ou pas. L'algorithme confronte une nouvelle action, l'exploration, aux connaissances déjà acquises, donc les exploitations. De là, on a un système qui ne reçoit donc pas d'exemple, mais apprend ce qu'on attend de lui en commettant des erreurs, pour lesquelles il est sanctionné ou en faisant les choses correctement, ce qui donne droit à une récompense. Un peu le côté pavlovien avec les stimuli, quoi. Le système découvre par lui-même quelle est la meilleure stratégie pour atteindre l'objectif final, pour ne pas tomber. Il faut pédaler suffisamment vite, et pour prendre un virage, il faut tourner légèrement le guidon. Donc si on veut, par exemple, que l'algorithme soit capable, juste des mots, de retrouver des définitions et pourquoi pas, on désire savoir quel auteur a écrit sur une thématique, imaginons que ça soit ça qui est décidé, la machine va chercher. Et par les mots-clés, des fois elle va conduire, je ne sais pas, sur des écrivains qui ont strictement rien à voir ou qui ont fait de la science-fiction, qu'on a demandé de la science officielle. Et là, à ce moment-là, ça sera une erreur. Le résultat sera erroné. Et donc elle devra comprendre par tâtonnement d'elle-même pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça ne convient pas. C'est à peu près ça. Après, comment ça fonctionne pour ce système en gros de récompense et de punition, je ne sais pas trop. Parce que là, l'exemple qui est donné, c'est un vélo. Donc tenir un équilibre et le faire avancer. Si tu tombes, tu as échoué. Mais c'est donc qu'il y a un code à la base qui dit que si tu sors d'un périmètre, ou je ne sais pas si en tout cas tu n'arrives pas à faire ça, tu es dans l'erreur. Vous voyez, c'est assez étrange. Comment ça aurait pu être codé ? Je ne sais pas. J'avoue là, sur cet apprentissage, comme ils disent, par renforcement, j'y vois quand même la main de l'homme. À l'instar d'une voiture autonome donc, ou d'un programme d'échecs, le système interagit à cet effet avec son environnement et reçoit une récompense en fonction de sa prestation. Comment rouler en toute sécurité vers sa destination ou gagner une partie. Après, on a d'autres choses. Recherche top modèle. Donc, lorsqu'on entraîne un algorithme sur une compilation de données, on obtient un modèle. Le même algorithme générera un autre modèle avec d'autres données, tout comme un autre algorithme produira un autre modèle avec les mêmes données. On peut comparer cela à la cuisson d'un gâteau. La recette équivaut à l'algorithme, les ingrédients aux données. En utilisant d'autres ingrédients ou en suivant une autre recette, le gâteau ne sera donc plus le même, ce qui est logique. Donc il en est de même pour l'informatique. Un petit instant, je bois un coup, on est déjà quasiment à 1 heure. Ce livre sera en 2 ou 3 parties. Vous verrez, après, c'est beaucoup plus passionnant par la suite. Là, c'est uniquement l'introduction. Comment parvenir donc à un top modèle ? Pour commencer, il ne faut jamais perdre de vue que l'objectif premier du modèle est de produire de bonnes prévisions, ce qui implique des attentes en matière de qualité. Si nous acceptons plutôt un modèle fiable à X%, le modèle devra livrer le bon résultat dans X% des cas. Mais comment le modèle sait-il qu'il a atteint ce niveau de qualité ? Ça, c'était du coup la question précédente. Tout cela est déterminé lors de la phase d'apprentissage, décrite plus tôt dans le contexte de l'apprentissage supervisé. Pour savoir si elle a répondu aux attentes, eh bien, c'est la supervision de l'homme qui a amené à conduire finalement au comportement correct ou non. Donc finalement, c'est étrange. Pour moi, l'apprentissage supervisé et l'apprentissage, comme il le disait tout à l'heure, par renforcement, c'est à peu près la même. Tout cela donc, est déterminé par l'apprentissage décrit juste avant, supervisé. Dans les grandes lignes, cette phase comporte 2 étapes. D'abord, l'entraînement de l'algorithme, ou l'apport de connaissances, ensuite la validation ou le test du modèle. Ce processus est comparable à l'apprentissage humain.
Durant la première étape, donc le système recherche la meilleure relation ou le meilleur modèle entre les données d'entrée et le résultat. Sur la base des données d'entrée, l'algorithme essaie de prévoir une série connue de résultats, ainsi que d'acquérir des connaissances, exactement comme chez l'être humain. Cela ne se fait pas en une étape, mais en réitérant des exemples. À chaque répétition, l'algorithme améliore les connaissances acquises. Un processus appelé donc, apprentissage du modèle, qui est le model training. Pour chaque itération, les prédictions délivrées sont comparées à celles attendues, la pondération est légèrement modifiée pour améliorer les résultats, l'apprentissage s'arrête lorsque le système indique avoir atteint le niveau de précision souhaité. Et après, ça continue. Accident autonome. Ça, c'est ni plus ni moins que les machines, enfin les voitures autonomes, et il y a eu un accident. Donc je vous propose d'en parler la prochaine fois, on a 1 heure pile poil, et il y aura le paradoxe de Moravec, les biais algorithmiques aussi, hein, comme pour les biais cognitifs humains, que pouvons-nous attendre de l'humain, comment envisager le futur avec ces algorithmes. La qualité des données est importante puisque c'est le pétrole des ordinateurs, et par ça après on en arrive au volume, à la valeur, entre autres à ses possibilités d'utilisation, au RGPD aussi. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. J'espère que ce premier épisode vous a plu, il y a quand même pas mal d'informations, hein. Ça c'est qu'une mise en bouche. La suite sera encore plus intéressante, croustillante. À très bientôt, chers auditeurs et spectateurs.